Oui, on a un chauffeur de salle. Vous êtes venus très nombreux. Visiblement, cette embellie économique ne profite pas à tous les Ivoiriens. On a vu par exemple les fonctionnaires au début d'année être en grève durant 3 semaines. Des tensions également dans la filière cacao, filière extrêmement importante puisqu'elle représente les 2/3 des emplois dans le pays. On a vu également cette contestation sociale au sein de l'armée. Bref, on a envie de vous entendre ce matin sur l'antenne des RFI sur ce malaise social. On va tenter ensemble avec le public de dresser un état des lieux. Vous allez évidemment nous parler de vos conditions de vie, se sont-elles améliorées, et on va tenter de voir ensemble comment favoriser une croissance plus inclusive. Alors pour débattre, vous avez été ministre du Commerce, de l'Artisanat, de la promotion des PME, et en quittant le gouvernement au début d'année, vous allez dresser un bilan plutôt positif de votre action. Donc vous allez nous dire je reprends, comment vous avez contribué à attirer les investisseurs privés et à rendre... Bonjour. Chef de file de l'opposition, président du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Je rappelle que vous avez été Premier ministre de Laurent Gbagbo de 2000 à 2003. C'est-à-dire que la croissance, oui, elle est au rendez-vous depuis 6 ans, mais qu'une partie de la population, finalement, ne profite pas de cette embellie économique. Parce que lorsque vous arrivez à Abidjan, c'est la grande majorité de la population qui ne profite pas de cette croissance. La pauvreté est grandissante, la grogne est là. Vous l'avez rappelé à travers les manifestations des fonctionnaires dans l'armée, dans tous les secteurs économiques et sociaux. Véritablement, les Ivoiriens ont faim, ont soif et attendent de profiter des fruits de la croissance. Jean-Louis, vous diriez la même chose, la grogne est là. Je dirais la même chose parce que à l'écoute des Ivoiriens, on ne peut pas ignorer que le quotidien des Ivoiriens est difficile. Donc oui, il y a une croissance. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un ruissellement plus important de cette croissance et qu'elle touche plus d'individus. Merci. Madame la ministre, Anne-Désirée Oloto, sur ce constat que nous dressons ensemble. Oui, vous parlez de constat. Je voudrais, en tout cas pour ma part, dire que les Ivoiriens sont conscients que la dynamique est vraiment en marche. À partir donc de ce que vous venez de dire, l'économie donc est en hausse, les signaux sont tous ouverts et c'est normal que les populations attendent des retombées directes désormais. Les retombées indirectes, elles sont palpables, c'est vrai, mais les populations attendent donc de voir ces changements exprimés directement dans leur vie. Et c'est légitime, c'est à cela que travaille d'ailleurs le gouvernement. Alors on va donner la parole justement à cette population qui est venue nombreuse à l'école magique système d'Anoumabo. On va commencer avec vous, Amadou, bonjour. Daou Amadou, je suis enseignant effectivement. J'ai participé à la grève des fonctionnaires du 9 janvier au 20, du 9 au 20 janvier. Et je suis allé à la grève à l'appel de l'intersyndicale qui avait 6 points de revendication. Et sur les 6 points, je voudrais ici m'attarder surtout sur 2 points. Et le paiement du stock des salaires et puis le retrait de l'ordonnance 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes de pension et des fonctionnaires. Alors on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais effectivement la principale revendication des fonctionnaires et notamment des enseignants, c'est d'obtenir les paiements de vos arriérés de salaire. Les arriérés et surtout le retrait de l'ordonnance. Parce que nous considérons qu'en tant que travailleurs, nous avons accepté beaucoup de sacrifices. Quand je dis sacrifices, les fonctionnaires ont accepté par exemple le gel de leur avancement depuis 1987. Et donc depuis plus de 27 ans, jusqu'à pratiquement 2014 que la situation a été débloquée. Donc sur près de 25 ans, effectivement, il y a eu gel au niveau des avancements. Le gel correspond en fait à une réduction du salaire. Parce que chaque 3 ans, chaque 2 ans du mois, on a un avancement qui est lié au taux d'inflation de 3%. Donc
Donc l'avancement vient pour rattraper le taux d'inflation. Autrement dit, quand il n'y a pas d'avancement, c'est comme si on réduit vos salaires. Et pendant 25 ans, les travailleurs de Côte d'Ivoire ont eu une réduction des salaires. Et vous comprenez aujourd'hui que le gouvernement ne parvienne pas à débloquer les fonds nécessaires pour rattraper ces arriérés de salaire qui représentent tout de même 250 milliards de francs CFA, soit 280 millions d'euros. D'un côté, on nous dit l'économie est belle, elle est bonne, et en même temps, on n'arrive pas à nous payer, nous les fonctionnaires. Bien, je voudrais préciser qu'il y a certaines améliorations. Nous sommes d'accord qu'il y a eu, par exemple, le déblocage des avancements, qui est une réalité, et d'autres mesures qui ont été prises. Mais aujourd'hui, par l'ordonnance 2012, le gouvernement nous reprend, nous les travailleurs, ce qu'il a donné au niveau de l'avancement. C'est comme ça que je reçois cela. Parce que ceux qui ont consenti tous ces efforts-là, oui, qui aujourd'hui devaient aller à la retraite ou qui doivent aller à la retraite incessamment, ceux-là voient leur pension et de retraite à la baisse. Nos invités vont réagir à vos propos dans un instant, mais je voudrais que votre voisin Mamadou puisse lui aussi réagir, puisqu'il a envie de nous interpeller sur les fonctionnaires, sur leurs revendications. Bonjour Mamadou. Bonjour Juan. Bienvenue, on vous écoute. Merci. Alors moi je voulais réagir en allant un peu plutôt dans le sens contraire de ce que mon voisin il évoque. Effectivement, il y a eu le blocage dont il a parlé pendant 25 ans. Et pour moi, dès lors que le gouvernement prend la résolution de débloquer ces avancements, le plus important, c'est de savoir que ces montants-là, à un moment ou à un autre, seront payés par le gouvernement. Mais il s'agit de 254 milliards selon les chiffres qu'on nous donne. Oui. Les fonctionnaires, si je ne m'abuse, ils doivent être plus ou moins 200 000 en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas les chiffres exacts. Oui, voilà. Plus ou moins 200 000 en Côte d'Ivoire. Ils représentent 1% à peine de la population. Et nous savons tous que les recettes du pétrole sont en baisse. Le pétrole est un chapitre significatif dans les recettes de l'État du Côte d'Ivoire. Le coût du cacao est vers le bas. Et nous le savons tous. Et donc, si les recettes du gouvernement, enfin de l'État de Côte d'Ivoire sont en baisse, comment se fait-il qu'à cet instant-là précis, les fonctionnaires font grève pendant 3 semaines en demandant à ce que l'État leur paye 254 milliards. Donc, en substance, vous dites que les fonctionnaires demandent trop au gouvernement. Oui, ils demandent trop. Pour moi, ça peut attendre. Ça peut attendre. Alors, on va voir ce qu'en pensent les invités. Madame la ministre, que pensez-vous d'ailleurs? J'apprécie la démarche de nos deux auditeurs, notamment le premier auditeur, donc, qui a reconnu qu'il y a eu de très grandes avancées. Il faut le reconnaître, vous savez, quand on est devant un public, on est, je vais dire aujourd'hui, en train d'être écouté par le monde entier. Il faut reconnaître les grandes avancées qui ont été réalisées, les grands efforts qui ont été faits par le gouvernement. Mon ancien collègue Jean-Luc Billot, qui a été donc membre du gouvernement pendant longtemps, a vu les nombreux efforts consentis en la matière. En 2011 et 2017, j'aimerais bien qu'on regarde dans tous les secteurs du public, au niveau des fonctionnaires de la santé, les cadres supérieurs de la santé, les techniciens de la santé, dans le secteur de l'éducation, au niveau du corps diplomatique. Il faut regarder dans tous ces domaines, de grandes avancées ont été réalisées et les fonctionnaires aujourd'hui ont vu leur salaire revalorisé. Effectivement, en 2013, il y a eu une revalorisation de 30%. Exactement. Oui. Il y a des secteurs qui ont connu une revalorisation d'environ de plus de 30%. Quand vous prenez le secteur de la santé, je veux dire les médecins, les professeurs de médecine, le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire aujourd'hui ont reçu de façon directe donc ces efforts du gouvernement. Je vous redonne la parole dans un instant, Madame la Ministre. Pascal Afine-Guessant, quel regard l'opposition que vous représentez, la vôtre en tout cas, porte sur ce dossier des fonctionnaires? Sur ce dossier, il y a d'abord une question de principe. Cette dette de l'État vis-à-vis des fonctionnaires date de 2009. Et par rapport à la dette globale, il y a eu déjà 3 règlements. Je rappelle aux auditeurs à travers le monde, en 2009, c'était le FPI qui était au pouvoir. Enfin, le parti que vous... C'était le président Gbagbo qui était aux affaires. C'était le président Gbagbo qui avait promis aux fonctionnaires une telle augmentation. C'est ça. Non. En 2009, j'étais déjà parti longtemps avec la rébellion armée. Et donc, en 2009, le gouvernement a déjà payé 3 tranches. 2 tranches sous l'ancien régime et une tranche de cette dette sous le régime actuel. Ce que nous ne comprenons pas, c'est le refus du gouvernement de continuer. Quand vous devez à quelqu'un et que vous acquittez une partie, vous devez, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez négocier.
mais vous ne pouvez pas refuser d'acquitter la dernière partie. Donc il y a d'abord une question de principe. Ensuite, la question de fond, il faut payer. On doit aux fonctionnaires. Il y a la continuité de l'État. Ensuite, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. On se rappelle que déjà en février, de janvier-février, c'est près de 60 milliards ont été payés aux ex-FAFN qui avaient commencé à manifester. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent. Alors madame, on a promis aussi aux forces spéciales. Pourquoi vous avez pouvoir avoir donc ce déblocage des salaires de fonctionnaires? Madame la ministre. Il faut prendre les choses, chaque chose dans son compartiment, sans mélanger les choses. Parlons du présent et du futur. Est-ce que l'État... Il y a quelqu'un du futur qui est là, donc on parlera du futur aussi. Est-ce que l'État a aujourd'hui les moyens de répondre favorablement à cette revendication salariale? Mais lui-même l'a dit, les efforts sont faits. Il s'agit d'un processus, vous savez, il faut qu'on se souvienne d'où nous venons. Comment nous avons accédé au pouvoir? Nous sommes arrivés donc au pouvoir en 2011 et comment nous avons pris les affaires de l'État? Ce qui a été réalisé de 2011 à 2017 et aujourd'hui vers quoi on tend? Chaque chose en son temps. Nous devons rester à la table des discussions avec les centrales syndicales de façon à résoudre les problèmes de façon intelligente et de façon durable. Et c'est ce qui est fait par le gouvernement. Les syndicats attendent en tout cas une réponse positive de la part du président de la République. Ils ont déjà eu plusieurs réponses positives. Il reste un ou deux points de discussion. Voilà. Ils sont là, ils peuvent le témoigner. Et je pense que ça s'applaudit ça. Et on attend, et les syndicats attendent en tout cas beaucoup du discours qui sera prononcé à l'occasion du 1er mai par le président de la République. On va vous donner la parole dans un instant, Jean-Louis Billon. Je voudrais qu'on aborde une autre problématique qui inquiète, qui interpelle. Parce que on a constaté depuis un certain temps des bruits de bottes relatives aux promesses tenues aux militaires et qui jusque-là n'ont pas été, les promesses qui n'ont pas été tenues par le gouvernement. Les militaires, à un moment donné, ont bloqué des villes. Moi, ce que j'ai décrié dans cette situation, c'est la manière dont les militaires ont revendiqué. Je pense que pour revendiquer, nous sortons d'une décennie de guerre, le peuple est déjà traumatisé, on en a assez. C'est la manière de revendiquer qui n'a pas été bonne du côté des militaires. Et la gestion de ces mutineries du début de l'année par les autorités, est-ce qu'elle vous satisfait? On a vu aux 8500 soldats concernés, la coquette somme de 12 millions de francs CFA, 18 millions d'euros. Est-ce que vous trouvez ça juste ou injuste? C'est la précipitation du gouvernement qui m'a surpris. Parce que, pour moi, le gouvernement a fait preuve de faiblesse. Au premier coup de canon, le gouvernement s'est empressé de verser 12 millions de francs à ces gens-là. Mais par contre, les fonctionnaires, les enseignants, quand ils grèvent, on leur demande de patienter. Alors, est-ce parce que... Je voudrais qu'on écoute justement les invités sur cette question. Plusieurs groupes sociaux qui ont des revendications légitimes également. Et le fait d'avoir des armes donne un avantage que tout le monde craint. Mais je pense qu'il ne faut pas voir la réaction du gouvernement comme une faiblesse. C'est simplement pour garantir une stabilité, une paix sociale. Parce que si nous n'avons pas de stabilité du tout, tout le reste est perdu, on ne pourra pas faire face aux revendications. Moi je suis à l'aise, donc je ne fais aucune promesse à qui que ce soit. Oui. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas ouvert la boîte de Pandore en disant bon, on accepte de donner de métier, bon ben on attendra. Bon, les 12 millions n'ont pas été payés. Tout à fait. Il y a eu 5 millions de payés et il y a une partie qui doit être payée. Il y en a qui sont en train de négocier. Peut-être que puisqu'on ne soit pas tous, c'est le moment d'appeler les militaires à peut-être plus de bon sens et dire qu'ils ne sont pas les seuls dans le pays à avoir des besoins légitimes et il y a peut-être plus légitimes. Sur ce point précis. Il y a plusieurs problèmes qui sont posés à travers cette mutinerie des militaires. D'abord, pourquoi ce sont les Ivoiriens qui doivent payer une dette contractée par un candidat à l'élection présidentielle vis-à-vis de combattants qui ont été recrutés pour servir sa peau? La légitimité même de cette dette, c'est pas à nous de payer. Si des contrats ont été conclus avant, durant 2010-2011, il appartient à ces candidats de les régler sur leurs propres ressources. Ça, c'est la première question qui mérite d'être posée. Ensuite, comme l'a dit votre auditeur,
la précipitation avec laquelle le gouvernement a capitulé devant ces militaires pose le problème de l'autorité de l'État, de la légitimité de l'État, donc je dirais même de la gouvernance. Parce que dans un État républicain, un État qui se respecte, on ne peut pas assister à ce qui s'est passé en janvier, février, de la part de ceux qui sont chargés de défendre l'intégrité du territoire, de ceux qui sont chargés de faire respecter l'ordre, de ceux qui incarnent en fait l'autorité, la légitimité et l'ordre. Ici, les militaires ont montré qu'ils n'ont aucun respect pour les autorités qui sont à la tête de l'État à l'heure actuelle. Et c'est ce qui est grave. Madame la ministre, votre réponse. Oui, voilà. Je avec beaucoup de curiosité. Bon, mais enfin, c'est quand même le chef de l'opposition qui parle. Mais je voudrais quand même qu'on revienne tout de même à la réalité de la chose. Voyez-vous, vous avez en face de vous un gouvernement, mais un gouvernement responsable, qui a une première préoccupation, la sécurité des populations et la paix. La paix n'a pas de prix. La première chose qu'il fallait faire, c'était calmer et ramener le calme partout en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, on peut comprendre... Le calme est-il revenu, oui ou non? Oui, il est revenu, mais on peut comprendre la frustration d'une partie de la population qui se dit, nous on revendique depuis des mois et... Oui, voilà, il ne faut pas jeter le feu, l'huile sur le feu. Vous savez, nous sommes, je le répète, un gouvernement responsable. Lorsqu'il y a péril, lorsque quelqu'un a le fusil sur la tempe d'un autre, je pense que ce qu'il faut privilégier, c'est la vie, sans prendre de risques. Et ce qui est important, c'est d'agir de façon responsable, et ça j'insiste sur le point. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, qui n'a pas répondu à une préoccupation, à un engagement ou à une promesse des candidats, il le sait bien, discussion. Et ces revendications qui touchent le corps de l'armée, sont les mêmes qui touchent le secteur des fonctionnaires, le secteur privé, etc. Parce que tout le monde est conscient que le président de la République est en train donc de tirer la Côte d'Ivoire vers cette émergence et chacun revendique sa part d'émergence. C'est tout à fait légitime, nous devons le comprendre et aller maintenir justement nos discussions avec tout ce corps social, y compris les militaires. Nous allons rendre l'antenne à Paris pour une pause dans un instant. Jean-Louis Billon, Pascal Affinguesson, quelqu'un souhaite rajouter quelque chose avant de rendre l'antenne à Paris? Pascal Affinguesson. La responsabilité en pareille situation aurait consisté à refuser de payer sous la menace. Parce qu'en le faisant, on crée un précédent dangereux. Et je crois qu'aujourd'hui, l'insistance des fonctionnaires à être payés résulte de cela, de cette capitulation. Si vous capitulez devant les militaires, parce que vous n'avez pas envie, mais parce qu'ils vous menacent avec les armes. Pourquoi nous qui sommes les civils? C'est parce que nous n'avons pas d'armes que vous refusez de payer ce que vous nous devez. Voilà la... Il s'avère que la Côte d'Ivoire est productrice d'électricité. Il y a de l'électricité au Burkina, au Niger et j'en passe. Alors il y a de cela moins d'un an, le gouvernement avait parlé d'une baisse drastique de l'électricité en Côte d'Ivoire. Mais on a été choqué, moi personnellement j'ai été choqué par le mot baisse. Parce que Roland, tenez-vous que avant cette baisse, le prix du kilowattheure était de 63,17 francs CFA hors taxe. Et après la baisse du prix de l'électricité, nous sommes passés à 66,96 francs CFA le prix du kilowattheure. Autrement dit, votre facture personnelle, elle a augmenté de combien? Juan, je payais ma facture à hauteur de 96 000. Oui. Ma dernière facture que j'ai payée s'élève à 143 400 francs CFA. Ah oui, augmentation conséquente du prix de l'électricité. Du prix de l'électricité. Et comme nous sommes dans un pays chaud, logiquement, l'Ivoirien moyen doit pouvoir bénéficier de l'électricité en ayant chez lui un climatiseur parce qu'il fait très chaud, ou au minimum un ventilateur, un réfrigérateur au minimum ou bien un congélateur. Mais quand l'Ivoirien minimum a tout ça, il n'arrive pas à régler ses factures d'électricité. J'aurais pas entendu Jean-Luc. Oui, le mécontentement était normal parce que l'augmentation était disproportionnée. Et je suis à l'aise d'en parler. Anne est mon témoin. Moi, je m'étais opposé à l'augmentation de l'augmentation. À la fin, j'étais un peu isolé.
le moment n'est pas propice à cette augmentation et on a arbitré pour avoir une augmentation plus faible que prévu. Sauf qu'il y a eu une première augmentation au mois de juillet et une seconde qui a été ressentie de façon plus violente à partir du mois de janvier, février de l'année suivante. Mais des mesures ont été prises pour revenir sur cette augmentation. Mais entre-temps, bien sûr, le mal a été fait. Et aujourd'hui, on nous parle de revoir tout le processus pour garantir l'équilibre du secteur de l'électricité. Mais là où Edgar a raison, c'est qu'on est exportateur et à un moment donné, on se rend compte qu'on exporte à un prix plus avantageux pour les pays voisins que pour la Côte d'Ivoire. Et là, quand même, il faut saluer la décision du président qui a dit que c'est pas normal, il faudrait ramener à un prix raisonnable. Je pense qu'ils sont en train d'y travailler et j'espère qu'ils vont y arriver. Avant d'écouter la ministre, justement, sur l'avez-vous cette augmentation du prix au kilowattheure? Mais comme tous les Ivoiriens, douloureusement. Mais je crois qu'au-delà de la douleur et de la grogne des Ivoiriens, le vrai problème que cette tergiversation au niveau de l'État montre, c'est l'absence de vision, l'absence de stratégie de développement. Or, en politique et en matière de gouvernance d'un État, si vous n'avez pas une vision claire, vos décisions ne peuvent pas être pertinentes, elles ne peuvent pas être cohérentes, elles ne peuvent pas s'inscrire dans une stratégie. L'électricité impacte la compétitivité des entreprises. C'est un facteur de production. L'électricité a un impact aussi sur les conditions de vie des populations. Donc, le financement de l'électricité et la tarification de l'électricité doit s'inscrire dans un projet de promotion de l'économie et de progrès social. Si on n'a pas cela comme vision stratégique, on ne sait pas comment tarifer l'électricité, on ne sait pas comment... Quand un citoyen moyen paye 94 000 francs de facture d'électricité ou 140, alors que le SMIC a 60 000 francs, ça veut dire que vous excluez des bénéfices de ce secteur des millions d'Ivoiriens. Madame la ministre, quelle est votre réponse? Merci Juan. En réalité, je crois que il est bon, vous n'aimez pas qu'on parle du problème dans le passé, mais vous savez que notre héritage a été très difficile. Et si, oui, vous savez, quand on parle de stratégie, n'est-ce pas, et M. Apigué s'en parlait tout à l'heure, de stratégie, de vision, etc. Mais vous savez bien que l'État est une continuité. Et la difficulté du président Ouattara aujourd'hui et celle de son gouvernement, c'est justement d'assumer les conséquences de ce qui avant nous a été une absence totale de vision. Ce qui est important aujourd'hui à retenir, c'est que le secteur de l'électricité constitue pour le président de la République une priorité. Et d'ailleurs, il a été celui-là même qui a eu le courage de dire qu'il faut arrêter le monopole. Oui. Cela a été salué ici par les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que pendant des décennies, nous avons assisté à un monopole dans ce secteur qui malheureusement n'a pas aidé, n'est-ce pas, la concurrence et n'a pas aidé dans la fixation des coûts des prix de l'électricité. Ça signifie en quelques mots, Madame la Ministre, que les Ivoiriens, avec l'arrivée de la concurrence, peuvent espérer voir leur facture. Mais absolument, non seulement les Ivoiriens peuvent espérer voir leur facture baisser, mais ils peuvent espérer ils peuvent croire qu'il n'y aura aucune augmentation d'électricité en ce qui concerne donc les abonnés sociaux et les abonnés en basse tension. Il s'agit de l'équilibre du secteur, la recherche de la qualité du rendement, donc la qualité donc de l'électricité, concerne tous les abonnés en haute tension. Et donc, oui, mais il faut faire attention parce que Jean-Luc Vincent a dit une chose. Après, pour les industries, si on parle de haute tension et tout ça, quand un industriel est impacté par une augmentation, le consommateur aussi. Merci. Oui, le consommateur. Et c'est d'ailleurs la raison. Il ne faut pas toujours ponctionner les industriels et penser que ça n'a pas d'incidence. Je suis d'accord, mais les industriels eux-mêmes sont à la table, donc justement la plateforme de travail avec le secteur de l'électricité. Et vous-même, vous y êtes. Et vous savez qu'il y a de bonnes avancées dans les discussions. C'est important que la population sache la vérité. Mais en réalité, ce que je voudrais dire sur le coût de l'électricité, je veux dire les infrastructures et toutes les initiatives du gouvernement. Bientôt, nous avons donc le barrage de Soubré qui va rentrer donc, en fonctionnement. Tout cela
aura forcément un impact sur non seulement la qualité de l'électricité, mais un impact sur le coût également de l'électricité. C'est pour cela que je peux dire aux Ivoiriens, restez tranquilles, c'est encore le président Ouattara qui est à la tête de ce pays et il saura protéger encore une fois le consommateur en ce qui concerne Ils sont à parler, Madame la ministre. Bon, voilà un pays où il y a une sous-chambre consulaire qui appartient à la Chambre de commerce, qui a fait des propositions pour essayer de réglementer les loyers, pour qu'on ait 2 mois de loyer, de caution, 1 mois d'avance. Mais moi particulièrement, j'ai déménagé encore il n'y a même pas 4 mois, je suis un peu plus de 250 000 de loyer, un peu plus de 380 €, j'ai payé 6 mois. 2 mois de caution, 2 mois d'avance, 3 mois de caution, 1 mois d'agence, des agences même qui sont des agences virtuelles. Pourtant, ce même gouvernement a pris des décisions, les effets d'annonce, ce même gouvernement a pris des décisions pour dire qu'ils allaient réglementer, essayer d'encadrer ce secteur de l'immobilier. Qu'en es-tu? Et c'est une des conséquences de la croissance et du dynamisme économique, puisqu'on a vu... Oui, mais ce dynamisme, en même temps... Aux auditeurs qui nous écoutent à travers le monde, par exemple, d'abord... Le thème de responsabilité dont parle Madame la ministre. Voici un pays où à chaque fois des décisions sont prises. Elle est ministre de l'Environnement, de la Salubrité. Les déchets plastiques, l'eau en sachet, c'est interdit, mais voici un pays où on prend des décisions, où on parle de responsabilité, où aucune décision n'est respectée, aucune décision ne connaît un principe d'avancement. Les positions, je veux dire, pour favoriser la guerre, les réactions violentes à travers l'utilisation des armes, ne sont pas du tout le fort du gouvernement Ouattara. Jamais nous allons privilégier l'utilisation des armes. Tant que nous pourrons aller à la paix, à l'apaisement, on pourra donc résoudre ce genre de problème. Et je voudrais dire... Les loyers, Madame la ministre. Oui, les loyers, il a raison d'ailleurs. Le ministre Jean-Luc Billon est là. Je pense que c'est lui qui a, je pense, porté le code du consommateur, n'est-ce pas? Donc, il y a une loi à travers laquelle nous pensons pouvoir adresser cette question de la vie chère. Et tout s'y trouve, y compris l'encadrement, n'est-ce pas, pour l'encadrement des loyers, la fixation donc des cautions, des loyers d'avance, etc. Mais qui respecte, qui doit respecter? Qui est le gendarme et qui est donc celui qui fait la faute? Il s'agit du consommateur, il s'agit de l'opérateur privé. Et l'État, en face, doit avoir un cadre de régulation, un cadre d'accompagnement, un cadre justement pour éviter, n'est-ce pas, cette explosion, n'est-ce pas, qui pèse malheureusement sur le consommateur. Mais si je comprends bien, la marge de manœuvre du gouvernement, elle est un peu limitée dans la... Elle n'est pas limitée puisqu'il y a un cadre qui a été mis en place par le ministre Jean-Luc Billon. Il y a une organisation qui a été mise en place. Il suffit aujourd'hui que nous ayons des entreprises citoyennes, des propriétaires citoyens qui respectent nos lois. Parce que quand vous ne respectez pas les textes, vous vous exposez à quoi? À la sanction. Et moi je suis très à l'aise parce qu'il a d'ailleurs abordé un point tout à l'heure. Il a dit, rien n'est respecté dans ce pays. On vous dit que les sachets sont interdits et on fabrique des sachets plastiques. Mais vous savez bien qu'il y a en ce moment une opération pour justement lutter contre cette interdiction. Des dispositions ont été prises. Mais lorsque nous agissons dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on nous reproche? On nous dit, ben voilà, vous empêchez une usine d'employer 200, 300 employés, 500 employés, alors que nous savons que les conséquences de l'utilisation de ces sachets, donc sur l'économie nationale et sur la vie des populations, n'a pas de prix, ça s'élève à des dizaines de milliards. C'est inacceptable et je pense qu'il s'adresse à la mauvaise personne en ce qui concerne donc, je veux dire, la rigueur dans la gestion. Nous, je pense que nous y travaillons. Ce qui est important, c'est comment faire en sorte que les populations puissent s'approprier nos politiques et puissent comprendre l'intérêt justement de suivre les dispositions en la matière. Il y a encore beaucoup de thématiques. Il y a encore beaucoup de thématiques, mais je pense que c'est une thématique très importante. Évidemment. La rigueur, mais en même temps, il faut accompagner cela par une approche de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement. Parce que la même qui ne fixera pas les loyers donc à la tête du client, qui ne dira pas payez-moi un an de loyer, 2 ans de caution, on ne peut pas l'accepter, mais en même temps, il faut que les mesures soient respectées par tous. Pascal Affingesson, vous permettez que je donne la parole au public et puis ensuite vous aurez la parole. Bien sûr, c'est interrogé, si j'ai bien compris, Madame la ministre, lorsqu'elle condamne l'usage des armes. Elle a parlé de... Parce que véritablement en Côte d'Ivoire, si nous nous connaissons,
Alors ces sujets-là, quand nous sommes dans un débat de cette nature, il vaut mieux l'éviter pour ne pas revenir en arrière dans des débats. À ce moment-là, il faut déjà réagir. Parce que ceux qui ont distribué les armes au Côte d'Ivoire sont connus, ce n'est pas moi. Au roi, nous les consommateurs et les travailleurs, on n'est pas concernés. On va redonner donc la parole au plus. Quand je vais acheter quelque chose avec le boutiquier, on me dit Anne Oloto est passé, le bulldozer a chassé la personne. Je vais acheter tant, on me dit non, il n'y a plus personne, alors débrouillez-vous. Donc, One, j'habite 2 plateaux, je suis obligé d'aller jusqu'à Djamé ou à Koumassi. Parce que le programme de Anne Oloto n'arrive pas à Koumassi et à Bobo. Alors expliquez-nous, le programme de Madame la Ministre, vous faites référence aux opérations de déguerpissement, c'est-à-dire que ce sont des quartiers ou des tronçons de quartiers qui sont nettoyés au bulldozer, comme pour reprendre votre expression. C'est bien ça. Cocody, c'est un quartier spécial. Quand je parle de Cocody, je parle de 2 plateaux, Engrais et j'en passe. Maintenant à Bobo. Madame Anne Oloto allait à Bobo, elle a nettoyé au niveau de la mairie. Quand elle a entendu les 2 coups de feu, elle n'est plus jamais repartie. Je ne sais pas pourquoi. À Bobo, il n'y a pas de déguerpissement. Elle ne va même pas à Bobo, mais c'est au niveau de Cocody. J'arrive pas à comprendre ça. Alors on va pas rentrer dans le détail des quartiers. En tout cas, très important dans la thématique que vous soulevez, c'est effectivement cette opération de déguerpissement qui est mise en place, qui est lancée effectivement par Madame la Ministre. Nous n'avons plus les femmes qui vendent le vivrier auprès de nos maisons. Madame Anne Oloto, quand on fait le grand nettoyage, le grand ménage dans certains quartiers, ce sont des dizaines et des dizaines de commerçants qui disparaissent. Mais bien sûr, qui disparaissent. Mais où j'ai très mal, pourquoi est-ce qu'Abobo n'est pas concerné? C'est pour ça que je demande. Alors, est-ce qu'Abobo ne fait pas partie de la commune d'Abidjan? Alors, Stanislas, qui reconnaît la nécessité donc de cette opération et sa pertinence. Et je voudrais vraiment la remercier. La preuve, il exige qu'on fasse ces différentes opérations en même temps partout au même moment. Ceci n'est pas possible, nous devons quand même avoir un processus, une stratégie, n'est-ce pas? Vous savez, il y a beaucoup à faire dans ce secteur, dans ce domaine. Il y a beaucoup à faire. C'est un domaine extrêmement sensible. Pourquoi? Il le dit, les petits commerçants qui s'installent ça et là. Ben écoutez, en tant que citoyenne ivoirienne, j'aime aussi mes concitoyens. Et je souhaiterais que ces populations, ces femmes qui vendent ça et là, puissent être soutenues. La difficulté, One, regardez l'état de nos caniveaux. Regardez les conséquences de ces installations anarchiques sur le domaine public, sur les ouvrages d'assainissement. Là encore, c'est une question de responsabilité. Les déguerpissements, madame, pourquoi? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Mais nous agissons, je veux dire, de façon méthodique, en agissant d'abord sur les urgences. Les urgences, ce sont les caniveaux, c'est l'occupation des espaces verts. L'urgence, pardon, c'est le changement de comportement. Mais nous ne pouvons pas agir, nous ne pouvons pas agir partout. Oui. Et à Cocody, nous avons un projet. Et nous sommes justement à la phase expérimentale de ce projet-là, de Cocody, qui prendra fin à la fin de l'année. À partir de la fin de l'année, ce projet passera à échelle sur toute l'étendue du territoire national. Mais pendant ce temps, l'opération Grand Ménage, qui est une proposition partagée avec les maires pour aider au changement de comportement et résoudre les problèmes urgents. Mais Madame la Ministre, vous par exemple, bon, on parlait des commerçants qui sont, on va dire, expulsés, mais il y a également des centaines et des centaines d'habitants qui voient leur maison détruite. Avec expulsement dans le cadre de la réalisation d'infrastructures, ce sont des choses différentes. Lorsque vous voulez, par exemple, faire l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, vous avez besoin donc de faire respecter les normes de part et d'autre, n'est-ce pas, dans les emprises de l'autoroute. Mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas laisser terminer. Vous ne pouvez pas laisser les populations, pendant que vous avez un ouvrage de ces populations qui sont d'ailleurs confrontées à l'érosion de la mer. On a vu qu'il y a eu des drames. Il y a des familles qui ont été emportées par les hautes vagues. Mais que fallait-il faire? Sauver des vies ou les laisser périr? Et ces populations qui ont été déguerpies ont été dédommagées. Donc le troisième pont qui a été réalisé,
n'avez pas l'air de convaincre une partie du public. Excusez-moi, non, mais je voudrais qu'on avance un tout petit peu, peut-être parce que Je terminerai sur le troisième point, où des familles ont été déguerpies. Et aujourd'hui, nous avons une dernière tranche de familles qui vont être déguerpies dans le cadre du troisième point. Donc ça, c'est une opération différente de celle que nous menons. Celle que nous menons, il s'agit d'occupation illégale et anarchique sur le domaine public. Il s'agit d'occupation sur les ouvrages d'assainissement. C'est de cela qu'il s'agit. Pascal Affinguessan, sur les déguerpissements. Et brutal qui est dénoncé par les Ivoiriens de façon générale. Et il ne faut pas sacrifier les hommes au profit de l'ouverture du caniveau. Tout ce que nous faisons, c'est pour les hommes. Et les hommes doivent être au centre de notre démarche. Nous devons faire en sorte que leur situation soit prise en compte dans toutes les opérations que nous faisons. Si nous avons besoin de les déguerpir pour des raisons diverses, il faut d'abord les recaser. Il faut leur trouver des points de chute avant de mener ces opérations. Si cela est fait, je ne vois pas quel Ivoirien... Mon nom c'est Koné Issa, c'est pas Traoré Issa, mais c'est pas bien grave. Alors je viens d'Abobo. Je voulais plutôt intervenir sur, je viens d'Abobo du foyer à combat, qui est un centre éducatif qui est situé à Bobo, qui travaille sur la problématique des enfants de la rue, les enfants des micros, etc. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est juste intervenir également sur la situation de ces enfants-là, en fait faire le parallèle avec les déguerpissements. Pour dire qu'effectivement à Abidjan, nous trouvons ça et là, des enfants qui sont passés par là, des actions sont menées, mais lorsqu'il y a des déguerpissements, effectivement cela ne fera qu'empirer la situation, parce que les familles sont délocalisées, en plein milieu d'année scolaire, les enfants ne peuvent plus aller à l'école, et tout ça, alors véritablement c'est vraiment ce cri de cœur là que j'étais venu vraiment pour pouvoir lancer. Et pour terminer également, dire aussi qu'il y a le problème d'eau. Le problème d'eau à Abidjan. Je suis à Bobo, je vous dis que là où j'habite, ça fait 7 ans qu'une goutte d'eau n'a pas coulé du robinet. Et alors que la Banque mondiale dit que l'économie ivoirienne se portait bien, ça semble paradoxal. Ça semble vraiment paradoxal. Je vous dis, je suis à Bobo, je vais faire le nom du quartier, 7 ans. Avant la crise et après la crise, pendant la crise et après la crise, je suis à Bobo baissé. On n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. Vous allez, et c'est pas seulement à Bobo, vous avez le communes à Abidjan. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts, il faut le reconnaître, parce qu'on voit des caniveaux, des gros tuyaux ça et là, des travaux qui sont là. Le consommateur réveille. Oui, je suis Soumaoro Benfali, effectivement, je suis président de la Fédération ivoirienne des consommateurs de réveil. Je suis là cet après-midi pour vous railler contre la santé et ceux qui ont en charge de la santé. Vous savez, quand nous sommes sortis de la crise, le président de la République a consenti des milliards pour soigner gratuitement les Ivoiriens. Mais malheureusement, ceux qui ont en charge de l'application de cette mesure n'ont pas été à la hauteur. Et il y a eu même des sabotages. Donc l'argent des contribuables que nous sommes, ça a été de l'argent dilapidé. C'est-à-dire, donnez-nous un exemple précis pour qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que lorsque vous vous présentez à un centre de santé pour se faire soigner, parce que le président avait souhaité la gratuité des soins, quel que soit votre mal, on va vous dire que ce médicament n'est pas concerné. C'est des aspirines et autres, alors que nous savons que le président de la République a débloqué des milliards pour cela. Et ensuite, le personnel de la santé. Aujourd'hui, notre gros problème, les efforts sont faits pour équiper les hôpitaux et autres, mais la majorité de nos médecins aujourd'hui ont construit des cliniques privées. Il faut avoir le courage de le dire. Et lorsque vous êtes réussi dans un centre de santé, le matin, l'après-midi, le monsieur vous donne rendez-vous dans sa clinique. Et il y a un manque d'autorité au niveau de la santé. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose, parce que le secteur est abandonné par le personnel au profit de la clinique et c'est une concurrence déloyale vis-à-vis de l'employeur qui est l'État de Côte d'Ivoire et la victime, c'est le consommateur que nous sommes. Et c'est le président de la Fédération ivoirienne. Un conseil national sur la santé qu'il préside lui-même parce que conscient que les efforts restent énormes en la matière. Vous l'avez vous-même reconnu, de gros efforts ont été consentis, mais comme je l'ai dit, c'est un processus. Il y a, un grand nombre de préoccupations que nous avons en matière de santé.
L'accès d'abord au centre de santé, c'était une préoccupation. Aujourd'hui, cela est fait, il le reconnaît. Le soutien aux populations les plus faibles à travers donc la gratuité ciblée et ensuite, avant la gratuité ciblée, il y a la gratuité pour les questions d'urgence, la gratuité pour la césarienne des femmes. Tout cela a permis tout de même de faire de grandes avancées. Beaucoup reste à faire, je suis d'accord avec lui, pour dire qu'il faut continuer d'y travailler et le gouvernement y travaille en permanence pour résoudre ces questions. Mais avant lui, il y a eu un auditeur qui a posé un problème. Il est déjà très en retard. Il mérite une réponse. Non, on ne va pas revenir, non. C'était intéressant son témoignage. Passons de thématique en thématique, Madame la Ministre. D'accord, dans ces conditions, je voudrais le rassurer également pour dire que ces questions, vous savez, sont prises également en main. C'est un gros problème. Périodiquement, nous y travaillons et au fur et à mesure, des solutions sont trouvées. La question de l'eau. Voilà, ne vous en faites pas. Vous aurez de l'eau. À Abidjan, des populations d'Angré ont de l'eau. À Yopougon a de l'eau aujourd'hui. À Bobo a de l'eau. Quand vous allez du côté de on aura de l'eau, on aura la santé, on aura l'école, pourvu que la corruption cesse. Que les détournements des deniers publics cessent. Parce qu'en fait, il y a de l'argent. Mais si l'argent n'est pas affecté, n'est pas orienté là où il faut, ou lorsqu'on l'oriente dans un secteur, ceux qui sont chargés de le gérer détournent 20, 30, 40%, il est évident que au final, les Ivoiriens ne pourront pas bénéficier des prestations qui sont attendues de cet investissement. Alors, vous avez interpellé Madame la Ministre. Je voudrais qu'on donne la parole au dernier auditeur. Votre confrère Laurent Sadou. Merci. Merci d'avoir une pensée pour lui et on pense très fort à lui évidemment ce matin. Merci. Alors, j'aimerais parler au nom des étudiants diplômés sans emploi. Je suis très ravi d'être en face de Madame la Ministre pour lui dire que, franchement, tous ici présents en Côte d'Ivoire, nous sommes sans le nier que les concours en Côte d'Ivoire, franchement, c'est la merde. Les concours. Les concours. Pourquoi? Parce que les concours en Côte d'Ivoire, le simple petit concours que tout le monde fuyait même avant, qui se dit que c'est pas aussi rentable. Bon, par exemple, je prends le concours des CAFOP aujourd'hui. Non, mais on va pas rentrer dans les histoires de concours. Voilà, effectivement. Non, c'était pas ça que vous avez dit tout à l'heure. En fait, je vais dire quoi? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour avoir un petit concours, il faut miser assez d'argent pour avoir un petit concours. Bon, je comprends pas ce que vous voulez dire. Miser un peu d'argent. Il faut donner de l'argent. Oui. Écoutez, Ron Gomez, je viens Ron Gomez, 700 000 francs pour avoir son concours des CAFOP. Oui, mais on n'est pas dans l'attribution de ces marchés. Ça, c'est pour les marchés publics. Et après, avoir des politiques, bien sûr, plus incitatives au développement. Nous, on attend une grande réforme de la fiscalité. Moi, je vais parler au président de la République. Et j'espère que cette réforme va arriver pour être plus incitative et toucher, comme je l'ai demandé, un maximum d'Ivoiriens. Pascal Afine-Guesson, comment rendre cette croissance plus inclusive? Il faut d'abord que sa source ne dépende pas uniquement des investissements dans les infrastructures à partir de prêts étrangers, mais que la source de la croissance soit tirée par l'économie nationale elle-même, c'est-à-dire par les PME, PMI, par le secteur agricole, par la modernisation du secteur informel, parce que c'est là que se trouvent les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne profitent pas de la croissance parce que ce n'est pas leur activité qui participe à la croissance. Ce sont les investissements, les milliards que la Banque mondiale, la BAD, etc. nous donnent, qui viennent juste financer des infrastructures et puis repartir à l'extérieur. Or, dans ce domaine-là, les Ivoiriens ne sont pas présents. Là où ils sont présents, c'est dans les PME. Il faut donner des moyens aux PME. Il faut reformer l'économie pour que les PME soient dynamiques. Elles représentent 98% du tissu industriel et produisent seulement 20% de la richesse. Évidemment, à partir de ce moment-là, les Ivoiriens ne peuvent pas trouver la croissance. Les secteurs informels, les garagistes, les tailleurs, les couturiers, etc. Tout ce secteur-là représente aujourd'hui 9 millions de personnes sur une population active de 14 millions. Ceux-là, ils sont dans le secteur informel, on ne s'occupe pas d'eux. On ne voit pas comment on fait pour les aider à trouver de l'argent pour financer leurs activités, pour créer des emplois, pour moderniser leur exploitation. Or, c'est pas le fait de mes deux frères, le président Afine-Guesson et Jean-Louis, qui sont en train justement de revenir sur la politique du président de la République. C'est exactement ce que le président La politique, c'est d'avoir une vision, une stratégie et de pouvoir. Vous devez créer
un climat pour améliorer donc ce climat des affaires-là. Et c'est à ça que le président de la République s'est attelé. Vous devez créer les conditions de sécurité, les conditions de paix. Vous devez créer un cadre pour lutter contre la corruption, comme il le dit, pour lutter contre le racket. On l'a vu ici, pour favoriser donc la baisse des coûts, n'est-ce pas, de nos produits qui sont vendus sur le marché. Tout cela fait partie de la politique du président de la République. Pour un pays économique, aujourd'hui, il faut nous attacher, et c'est ce que nous allons faire, aux problèmes de l'emploi, qui est un problème réel, au problème du logement, c'est un problème réel avec, bientôt vous verrez, donc les logements sociaux effectifs qui seront mis à la disposition des populations. On aura l'occasion d'en reparler alors. On aura, vous verrez voir que dans quelques temps vous reviendrez et les populations diront, c'est vrai, on a attendu, on a vu, on a été patient, on dressera on a vu, un bilan et je voudrais vous remercier social. pour cette belle vidéo. Et merci.